François Bon. Là, on est côté Lovecraft, le diary de 1925. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Moi? Non, lui. Mais comment on le lance, ce petit journal? 3 janvier 2025, en revenant 100 ans en arrière, au 3 janvier 1925. Je ferai pas des vidéos tous les jours, parce que j'en vois tous les jours, et oh là là, tellement touché, gratitude. À peine j'ai dit, allez, j'y vais dans ce projet, que on est plein maintenant à le suivre. Donc chaque matin, là ce matin c'était vers 8h, je sais pas, ce sera dans ces eaux-là, en tout cas. Un petit email avec le PDF du jour et un lien de toute façon qui vous envoie sur un mini-site où il y aura des réserves, des liens, des compléments, une compile mensuelle, parce que sinon comment on va se souvenir là, de ce qui se passe au jour le jour. Alors 3 janvier 1925, attention, prêt au départ, la caméra explore le temps. On est reparti dans le petit journal de H.P. Lovecraft, les pages de garde, toutes ces pages qui sont adorables par les renseignements qu'elles donnent, mais rien de plus que tout ce qu'il y a dans chacun de ces petits carnets là, si populaires. Et voilà, pour le 3, vous voyez, on a 5 lignes. Alors on va grossir un peu, c'est la première fois dans ce journal qu'on aura ce mot magique. Wrote, W-R-O-T-E, regardez comme il fait son E comme un petit epsilon. Écrit. Il dit pas je, il dit pas j'écris, il dit wrote, écrit. Alors de nouveau au téléphone, Sonia, on va aller rencontrer George Kirk. Alors George Kirk, peut-être justement je vais vous le présenter, lui-même a témoigné dans ce livre-là de son année à New York. Et Meet Kirk at Hassel, ça veut dire qu'avec Kirk, ils sont allés chez Samuel Loveman. Pareil, je peux vous parler de deux ensemble. Brièvement, on va les retrouver toute l'année. Et puis, à la gare, de la gare, on va à la cafétéria. Là, je pense qu'il faudra aller dans les lettres pour savoir le détail de ce qu'ils ont mangé. Là, en tout cas, il n'en parle pas. Retour à la gare. Comment moi j'ai transcrit ça? Voilà ce que je vais vous envoyer là ce matin 3 janvier. Hung porters and wrote. C'est-à-dire qu'il a suspendu des paravents. 2 coups de téléphone reçus, un de Sonia, son épouse, et un de Reinhard Kleiner, personnage là encore qui va devenir régulier toute l'année. On s'en va rejoindre Kirk chez Loveman, la gare, cafétéria, la gare, et on revient chez lui, mais cette fois, il revient donc avec Reinhard Kleiner et George Kirk, c'est toujours les initiales, RK et JK Hatraum, et puis on redescend boire un café. Kleiner s'en va de Brooklyn, encore cafétéria, bizarre, ils passeront toute la journée au bistrot, et puis il écrit des cartes de vœux. Bah, évidemment, on est le 3 janvier, nous on fait ça par Facebook ou par mail, mais eux c'est là. Et je montre ma chambre à George Kirk. Alors autant donc aujourd'hui c'est ce qui va faire notre petit quotidien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec 5 lignes comme ça? Allons-y. Par exemple, Kirk et Loveman. Vous savez que Sonia et Lovecraft se sont mariés en 1924, mais pour l'extirper de Providence, Sonia, qui depuis 1922 le visite, soit sur place, soit à Boston quand ils ont leur rencontre du journalisme amateur, s'installe une correspondance. Et ces associations de journalisme amateur, c'est là justement où on publie. Qu'est-ce qu'il publie, Lovecraft? Lui, il est le responsable pour Boston. Il publie principalement des articles scientifiques et puis de critiques littéraires. Par exemple, Dunsany, il y aura un événement extrêmement important, c'est Dunsany qui fait une tournée de lecture. Eh bien, à Boston, c'est lui, Lovecraft, qui le présente. Et c'est grâce
grâce à ça que la frontière avec la fiction va se dissoudre, il va progressivement, elle va se fragmenter devant lui, il va se retrouver à publier, là, dans ce journal, dans l'édition Boston des amateurs journalistes, ses premières fictions, comme par exemple en 1921 Dagon. Et Sonia, quand il la rencontre, elle, c'est une marchande de mode établie à New York, mais elle rêve d'écrire. Eh bien, on va discuter de ça, il va l'aider, on va écrire ensemble les nouvelles de Sonia. Et Lovecraft correspond via ce journalisme amateur avec une équipe qui, elle, est à Cleveland, dans l'Ohio. Mais c'est loin, l'Ohio, c'est énorme. Ce sera le cas plein de fois pour Lovecraft. August Derleth à Madison, Wisconsin, ce sera toujours des relations épistolaires. Clark Ashton Smith en Californie, ce ne sera que des relations épistolaires. Ou Robert Howard, qui lui vit dans le Texas, et avec déjà ses amis les plus proches. Alors il y a Morton, il y a ce Kleiner, il y en a un autre qui vit à Paris maintenant, qui s'appelle Alfred Galpin. On a ces pratiques, alors d'écrire à la machine à écrire, avec 4 carbones, et on envoie les 4 carbones aux 4 correspondants qui répondent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que cette frontière entre correspondance privée et puis mini-travail, comme nous on ferait blog, c'est déjà mis en chantier. La correspondance a un statut qui n'est pas celui strictement limité au privé. Alors, c'est grâce à Sonia qu'il y aura une première visite de H.P. Lovecraft à New York, et c'est aussi sous son impulsion qu'il décide d'aller à Cleveland à rencontrer ces gens avec qui il correspond. Le principal sera Samuel Loveman. Loveman est de culture juive. Loveman est aussi un des premiers militants pour la reconnaissance des droits homosexuels. Dans un moment où c'est très tendu, l'écrivain phare de Cleveland à ce moment-là, c'est Art Crane, qui publiera un très beau livre de poèmes sur le pont de Brooklyn. Art Crane, qui sera reconnu bien au-delà d'eux. Lovecraft le rencontrera comme ça occasionnellement, mais il est proche beaucoup plus de Loveman. Et Art Crane, non seulement lui s'affiche comme homosexuel, mais dans un retour du Mexique, il se suicidera en se jetant du paquebot. On est encore dans un monde là où tout ça c'est dur, c'est tendu, et Lovecraft jamais n'ouvrira ces cases-là. Par contre, Loveman, c'est quoi la différence? 1, il a déjà publié un livre de poèmes, et 2, il vient de publier sa correspondance avec le patron. Le patron, c'est Ambrose Bierce, un auteur qui travaille, vous savez, continuellement sur le fantastique. Écoutez, là, sur mon site, là, les disparitions non élucidées, par exemple, ou tous ces récits, là, avec des fantômes, des morts vivants, issus directement, là, de la guerre civile. Et Bierce vit à San Francisco. Loveman est en correspondance privée avec Bierce et publie leurs lettres. Alors, pour tous ces jeunes gens, là, ces types d'à peine 30 ans, tout d'un coup, waouh, ça y est, on est en train de devenir écrivain intérieurement. Au point que, vous savez, par exemple, déposition de Randolph Carter, là, ce truc avec un téléphone qui s'enfonce dans la terre, ça part d'un récit initial que Lovecraft raconte par lettre à Kleiner ou Galpin, je ne sais plus, tout ça, de toute façon, ils se lisent les uns les autres, où c'est Loveman, dans le rêve, qui s'enfonçait sous la terre et qui était dévoré par ce monstre invisible. Et ça, alors là aussi, vous avez peut-être déjà vu dans le site. Maintenant, je vous mets aussi tous des PDF là, de ces petits récits, là, le tombeau, déposition de Randolph Carter en bilingue. Tout se met en place, progressivement. Simplement, Lovecraft n'aime pas Cleveland, parce que c'est une ville au toit plat. On est très loin, dans le milieu de rien, dans l'Ohio. Par contre, ils vont débarquer à New York tous ensemble.
C'est-à-dire qu'à peine Lovecraft s'est installé à New York après son mariage, arrive George Kirk, et l'idée de George Kirk, c'est de monter une librairie. Et, en gros, toute cette année, là, cette installation de la librairie achetait des stocks de livres, sauf que c'est tellement tentant que Kirk achète des bibliothèques ou des piles ou des cartons de livres, mais que Lovecraft, les peu de sous qu'il a, eh ben, il les donne à Kirk pour racheter à Kirk les livres qu'il vient d'acheter pour monter sa boutique. Bon, tout ça, on va le voir, et ce sera formidable quand, là, à peine la boutique ouverte, eh ben, ils dorment là, par terre, là, sur des bouts de coussins ou de matelas ou de vieux canapés, là, à l'intérieur même de la petite librairie, mais en attendant, Kirk, c'est lui qui a donné à Lovecraft l'adresse de cet immeuble au 169 Clinton Street, dans Brooklyn, où lui a une chambre, là, alors il faut toujours faire gaffe, parce que chez eux, le rez-de-chaussée, c'est ce qu'ils appellent le premier étage, et ainsi de suite, mais je crois que Lovecraft est au premier, et Kirk directement au-dessus, au deuxième. On donne des petits coups là sur le radiateur, et comme ça, ben, on va les uns chez les autres. Et Loveman, ben, il est juste deux immeubles plus loin, donc tout ce petit monde va commencer, et ils vont s'appeler le Kalem Club. Alors vous voyez, je mets un peu les cartes sur table, mais on a trop tendance à dire ah, Lovecraft, la grande ville, l'horreur que fut New York pour lui. Non, 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 à ce moment-là, il emprunte le Kodak de Sonia et il va faire des photos d'architecture. Ils passent des heures tous ensemble à marcher, à explorer New York de nuit et de jour, voir le récit. Lui, là, qu'est-ce que c'est que Greenwich Village ? La nuit, voilà comment ça se prépare. Alors, les deux alcôves installées les paravents et nettoyées, c'est-à-dire on vit dans une pièce. Est-ce qu'il y a une salle de bain? Non. Est-ce qu'il y a des toilettes? Bah, c'est sûr. Là, faut aller dans le couloir. C'est un vague truc pour tout le monde. Est-ce qu'on a un coin cuisine? Non. Par contre, on a un radiateur. Alors, sur le radiateur, ça suffira mettre une casserole, faire plus ou moins bouillir de l'eau. Il y a un passage très marrant dans les mémoires sur la vie privée de H.P. Lovecraft par Sonia. C'est le jour où elle lui apprend à faire bouillir les œufs pour obtenir des œufs durs. Il en est là, Lovecraft. C'est pour ça aussi, cafétéria, café, et puis les haricots le midi, ou un macaroni, tout ça, on va le voir aussi, tout ça. On va s'y attacher. On a tout dans ce petit carnet, on a tout. On a ce qu'il mange, comment il dort, et puis on a ce mot, wrote, écrit. Alors les paravents, ça va être très important parce qu'il y a des petits recoins alcôves, des petits recoins un peu privés, et puis il y a le coin où la table, où il a tous ses livres, où il écrit, où souvent il dort. Il a un fauteuil Maurice, qui est un fauteuil à bascule, mais qui va être aussi le truc de lecture et de repos. Il a un petit guéridon circulaire où c'est là qu'il pose la vieille Remington. Et puis, alors là, je ne vais pas trop anticiper, parce que sinon on va tout brûler d'un seul coup. C'est les meubles récupérés de la maison du grand-père, et en particulier une bibliothèque à porte de verre. Et c'est là qu'il mettra ses dictionnaires, les livres, et son buste de Milton. Voilà comment il arrange. Donc on installe une pièce à écrire. Le reste, un truc pour faire bouillir de l'eau, la bouffe ou se laver. Vous allez voir, on parlera des douches à New York et comment une fois par semaine on y va. Les deux alcôves dans la chambre joueront un rôle important dans la vie et l'écriture tout au long de l'année. L'une sert de débarras et oui, sera cambriolée au mois de juin. Ça va devenir après tout un feuilleton parce que si c'est cambriolé, on porte une plainte et on va avoir comme ça des répertoires de tous les objets. Lovecraft dit que l'important pour lui, là, quand il aménage avec ses paravents, ses coins, c'est l'idée, pour écrire, d'habiter une bibliothèque. Alors, George Kirk, voilà, Kirk et Loveman, le Kalem Club. Et puis, si on fait un petit tour dans le Times, alors vous voyez maintenant, là, ça va être ça notre rythme, le petit facsimilé du carnet, et puis des images piochées dans ce New York pour aller y voir, et puis le New York Times. Allons dans le New York Times. On est donc le 3 janvier 1925, on ne va pas regarder en détail, mais hier, chez Lovecraft, il y avait cette mention « Il neige » et attention, ce n'est pas qu'il neige, c'est tempête de neige. Eh bien, aujourd'hui, là, dans le Times, on a tout le détail de cette tempête.
9 pouces, ça fait 20 cm de neige qui sont tombés dans la journée. Alors, si on grossit un petit peu, alors d'abord comment on enlève les congères et comment le personnel de la ville de New York est insuffisant. Il en faudrait 20 000, dit le New York Times, pour arriver à débarrasser la ville de ses congères. Et la dernière fois qu'on a eu une tempête comme ça, c'était le 20 février 1921. Mais ce mois de février 1921, 4 ans plus tôt, c'était bien pire. C'était 12 pouces, et non pas 9, qui sont tombés. Alors on est chez les Américains, alors évidemment c'est marrant, parce que le désastre de la tempête, cependant, c'est pour la bourse et le commerce. Bah ouais, tout d'un coup, les gens ils restent chez eux, ils vont plus rien n'acheter, et puis à la bourse, même là, t'as plus personne, alors voilà, c'est ça. Et ce qui est important, c'est que la circulation, c'est-à-dire heavy motor trucks, c'est-à-dire que les gros camions à moteur, non plus les trucs tirés à chevaux, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui amènent les réserves de nourriture dans les épiceries, et les marchés de gros, et c'est là tout d'un coup où, comment New York va pouvoir manger si les camions sont bloqués? Ça, c'est des interrogations. Mais c'est ces tout petits points-là qui vont nous construire le rapport de Lovecraft à la ville. Les taxis sont en rade, ils restent chez eux. Et le paradoxe, alors il y a ça par exemple qui est rigolo, c'est que pour le métro, ça marche très bien, évidemment, sous la terre. Et elevated trains, ça on va le retrouver ad libitum chez Lovecraft, c'est les transports aériens, c'est les grosses lignes de métro aérien, toutes tremblantes là, dans leur charpente de fer. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'à la grande surprise, non seulement ça marche, mais c'est bondé. Et pourquoi c'est bondé? Parce que plein de gens, à cause de la tempête, ont préféré laisser leur voiture chez eux, ou tout simplement éviter les transports en commun en routier pour prendre le métro et les elevated. En gros. Alors si on jette un coup d'œil au journal, moi c'est ça que je compte faire. Il y aura toujours comme ça des articles, des rubriques, évidemment les publicités qui sont extrêmement pour nous. C'est pas que les publicités sont importantes en tant que telles, c'est qu'elles nous font exister des objets. Par exemple les appareils radio, par exemple les phonographes, par exemple les appareils photo et les appareils de stéréoscopie. Et avec tout ça, on va pouvoir refabriquer ce qu'est le monde de Lovecraft. Même quand ils vendent des bâtiments, quand on vend des bâtiments, on met là un grand dessin de la maquette. Alors, qu'est-ce que j'ai pris moi aujourd'hui? Tiens, la nouvelle Chevrolet. Alors, vous voyez, même ça, on pourra aller voir de près les cours de la bourse, le départ des paquebots, les nécrologies. Et tout au bout, je crois que j'avais vu une jolie... Voilà, l'arrivée aujourd'hui de la nouvelle Hupmobile. La Hupmobile 8, avec toutes les caractéristiques techniques. Ça vous intéresse pas? Moi, je me dis que ça vaut le coup. D'ailleurs, tiens, quand Lovecraft voyagera avec la famille Frank Belknap Long, combien de fois les Belknap Long débarquent à Providence avec leur voiture et embarquent Lovecraft, par exemple pour aller à Cape Cod, pour aller dans le Vermont. Et dans les récits de Lovecraft, vous n'en avez pas des voitures? Souvenez-vous de Chose sur le seuil, la chose sur le seuil. The thing on the doorsteps. Eh bien, il y a cette voiture qui passe, qui roule de nuit, là, dans la wilderness, les forêts, et quand on traverse les villes ou les hameaux, eh bien, la lumière des phares se projette là, à contre sur les murs, et seulement là, à ce moment-là, par intermittence, le narrateur découvre aperçoit le visage de celui qui conduit. Sauf que il se transforme. Donc vous voyez, le fantastique, les voitures, c'est pas forcément... Pensez au bus d'Innsmouth, c'est pas forcément des choses à tant négliger. Voilà, alors aujourd'hui, c'est tout. Faut que je garde mes cartes un petit peu. Mais ce 3 janvier, on a fait connaissance de George Kirk, de Samuel Loveman, de Reinhard Kleiner.
on commence à voir l'emploi du temps et on a un petit air de New York. Et c'est ça aujourd'hui et à demain pour la suite. Pendant 1 an, vous vous rendez compte ?